bienvenue dans cette nouvelle chronique du All Geek. Alors, quelles sont les actualités sur la chaîne? Eh bien, on avance, et surtout, l'objectif Road to 300 arrive. J'ai réfléchi, j'ai eu quelques retours, merci d'ailleurs pour ceux qui m'ont répondu. Je vais essayer de voir comment je peux faire pour goupiller le tout et faire quelque chose de sympathique pour cette 300e vidéo. Voilà. On est dans la dernière ligne droite, là, quasi. Il doit rester une dizaine de vidéos. On doit être à 290e pour celle-ci, donc il restera effectivement 10 vidéos pour arriver à cette 300e. Les actualités, sinon, tous les lundis, avec Deviantprod et le Comics du Prof, on balaye les news, hein, vous le savez maintenant. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Vraiment, merci à Deviantprod de m'avoir invité. Et puis, c'est vraiment que c'est un bon partage sur toute cette news, tous ces news comics et manga. Vraiment pas mal. Sinon, on prévoit quelques petites choses pour Halloween avec les podcastors, avec aussi la taverne de Lug. On voit, il y a pas mal de choses qui se préparent là pour cette période-là. On va voir. Moi, vous le savez, les titres horrifiques, c'est pas trop ma tasse de thé. Néanmoins, je vais quand même en lire. J'ai lu un truc très mauvais. Je parle peut-être avec les podcasteurs. Bref, c'était un comics. Donc bon, pseudo d'horreur ou pas, je sais pas. Je sais même pas comment je vous gâche pas le titre. Mais bon, c'était assez terrible. Sinon, on va commencer tout de suite avec les petits achats. Petits achats, effectivement, parce que pas grand chose. J'ai acheté le premier trade paperback de la reprise de Spider-Man par Zeb Wells et Romita Jr. Le retour de Romita sur une série régulière Marvel. Donc ce trade comporte les 5 premiers épisodes et fait suite à la période Beyond. Beyond, où on avait droit au retour d'un personnage. Beyond, cette parenthèse absolument pas enchantée en ce qui me concerne. Voilà. Je trouve c'était pas bon. Et je dois dire que ce premier trade paperback que j'ai déjà lu, sans en révéler trop, parce que je ne veux pas vous faire une review dédiée maintenant, mais je suis assez mitigé. Donc à suivre. Je le relirai pour voir si mon avis a un peu changé avec le temps, s'il y a d'autres choses, plutôt que de lire en numérique, voilà, sur l'application Marvel Unlimited. Donc c'est vrai que j'ai accès à plus de choses en avance. Et bon, après voilà, c'est vrai que là, j'achète Spider-Man, ça reste un des titres Marvel que je continue de suivre. Il n'y en a plus beaucoup, il y en a vraiment plus beaucoup. Donc bon. Et sinon, j'ai glissé. Je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai trouvé à un prix assez raisonnable, voire très raisonnable, moins de 5 €, ce premier tome. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. On va voir. Je l'avais déjà lu il y a longtemps. En fait, j'ai lu les deux premiers tomes de Kingdom quand c'était sorti il y a... Au début de Mayan, effectivement, j'avais lu les deux premiers, j'en avais un bon souvenir, mais j'avais pas envie de me lancer dans une série, surtout qu'il y avait l'abonnement, il y avait plein de choses. Voilà. Maintenant j'arrive, il y a 68 tomes qui sont sortis, je crois, ou quelque chose comme ça, et je me dis, tiens, peut-être qu'il faudrait que... Je sais pas si c'est un bon calcul, je sais pas du tout si c'est bien. Franchement, j'ai des gros doutes, Mais les avis sont assez unanimes sur ce titre. Et force est de constater que sur le premier, en tout cas, c'est bien. Ça se lit. En tout cas, on a un premier tome qui, même s'il ne représente pas l'histoire véritable, en tout cas, c'est les prémices. Et on a déjà les qualités, en tout cas un certain nombre de qualités de l'auteur, que ce soit en termes de dynamisme et de graphisme. Donc à suivre. Mais c'est vrai que ça risque de faire mal. Mayan, qui est un éditeur dont j'ai plus en plus de titres, avec les éditions collector de Karakuri Circus ou de Daki, les Kengan Ashura, la Kingdom. Ouais. Ça va être peut-être compliqué. Je sais pas, on va voir. En tout cas, c'est vrai que les éditions chez cet éditeur sont plutôt bonnes.
faut dire ce qui est. Donc à suivre, à suivre. Bon, sinon, je n'ai pas acheté les titres, mais je vais vous en faire une petite review très rapide parce que du coup, c'est uniquement sur les premiers chapitres. Donc c'est un avis assez biaisé, il faut dire ce qui est, un avis partiel. Va-nu-pieds, ce nouveau manga français, édité chez Kana. Donc, alors, ce court extrait, j'ai trouvé que c'était assez court en fait. Donc l'histoire, on en a parlé avec Déviante. Effectivement, j'ai lu ce premier chapitre où les habits, les vêtements peuvent procurer, un petit peu comme dans les jeux vidéo finalement, des pouvoirs à leur porteur. Et on va suivre les aventures d'un jeune homme dont les pouvoirs, en tout cas la manifestation des pouvoirs des vêtements, semble démultiplier au contact de sa peau. Alors pourquoi trop court? Parce que si on a... Alors franchement, je trouve ça bien fait, hein. On a l'explication succincte mais très efficace du pourquoi, du comment les vêtements, et on suit ce personnage qui est donc du coup, assez peu vêtu, voilà, dans un pays où il tombe de la neige, et après on voit le côté politique de la ville, et on s'arrête de manière assez abrupte, à mon sens. C'est un peu dommage, parce que du coup j'aurais aimé peut-être en avoir un peu plus, pour pouvoir juger vraiment de la qualité de ce manga. Bon, graphiquement c'est plutôt pas mal, hein. Je vais vous montrer quelques planches, moi je trouve que c'est plutôt efficace. Le découpage est plutôt pas mal aussi, mais voilà, il y en a un petit peu trop peu pour pouvoir vraiment se faire une idée. Donc je verrai à l'occasion si je réussis à lire ce tome, ou à le trouver, à le récupérer, enfin bref, peu importe, histoire de me faire véritablement une idée. Qu'est-ce que sur un premier chapitre, voilà, bon. Sur le premier chapitre, des fois ça m'avait vraiment pas plu. Je pense à Untied Unlock qui m'avait vraiment pas plu et j'avais pas continué. Toilette Anatokun aussi, j'avais pas aimé. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas un vrai cliff de fin, c'est pas une vraie fin de chapitre en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que voilà, c'est pas... Et sinon, j'ai lu aussi Shujin X chez Glénat. Alors là, par contre, il y a beaucoup de pages. Il y a beaucoup de pages sur ce premier chapitre, avec malheureusement des soucis d'impression. Alors, il me semble que j'espère pour Glénat que c'est uniquement sur ce fascicule, mais en fait les pages sont inversées. On est dans une espèce de sens français. En fait, ça se lit en lecture occidentale et pas japonais, mais les pages sont inversées. Enfin, c'est un peu bizarre, on le voit d'ailleurs à un moment donné. Je vais essayer de vous montrer une planche sans que ça soit spoiler du coup. Et de vous dire un petit peu de quoi ça parle. C'est pas trop spoiler, c'est la première page. Donc vous voyez, en fait, on voit l'avion avec sa fumée et le reste de la fumée ici. En fait, donc il aurait fallu inverser les deux planches pour que ça fasse une séquence logique. Voilà. Donc ça, c'est pas celle qui est la plus grave. Quand vous avez une splash page et que les deux personnages sont... Voilà, Après, voilà, il ne faut pas non plus sortir de Saint-Cyr. J'ai quand même réussi à comprendre un petit peu de quoi ça parle. Donc on suit deux lycéens dans un monde où il y a des shujin, des espèces d'hommes à pouvoir, voilà, et qui arrivent. Et donc ces deux personnages principaux, hein, qui sont à la fois un redresseur de tort et son camarade. Je vais essayer de vous le retrouver. Donc, voilà. Donc là, le super redresseur de tort et son camarade, voilà, qui le suit et qui lui donne les infos, etc. Donc ces deux personnages vont se friter avec un loupard, un peu violemment, sauf que ce loupard va hériter de pouvoir et va leur rechercher des crosses. Et à ce moment-là, l'histoire vraiment commence, puisqu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi a-t-il eu des pouvoirs? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que nos deux personnages principaux, nos deux héros, vont pouvoir s'en sortir avec les pouvoirs de cet être transformé qui... Alors, est-ce que je vous spoil ou pas? Voilà, du coup, il a des pouvoirs un petit peu élastiques. Voilà. Il a le Shujin mou, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc voilà, il est complètement déformé, il ne ressent pas la douleur. Et il tape, mais il semble aussi, outre avoir ses particularités physiques, avoir perdu un peu l'esprit. Voilà, donc un peu compliqué pour nos deux héros. Voilà.
Et on enchaîne tout de suite avec un autre titre que je n'ai pas pu, dont je ne ferai pas de review, parce que j'ai pas réussi à lire. C'est bien la première fois que ça m'arrive. J'avais pris à la médiathèque les 3 premiers tomes de Drifting Dragon. Je me dis, ouais, c'est là pas mal. Les graphismes sont plutôt très sympas. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt beau au niveau du graphisme. Donc, c'est édité chez Pika et c'est de Taku Kuwabara. Et d'ailleurs, j'ai oublié pour Shojin, je veux préciser, c'est de Sui Ishida. Voilà. Et donc, en fait, pourquoi j'ai eu du mal à lire ce premier tome? Parce que j'ai une impression. Alors, en gros, il y a des dragonniers qui chassent les dragons et qui les tuent. Un petit peu, en fait, comme des baleiniers. Et j'ai vu que le parallèle avec la baleine m'a mis un peu mal à l'aise. Sachant que le Japon est un des derniers pays qui chasse la baleine, soi-disant pour faire des recherches scientifiques. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. On voit exactement la même chose que lors des chasses à la baleine, hein. Les harpons, on retire toute la viande, toute la graisse de la carcasse, on en fait de l'huile, etc. Mais vraiment, le parallèle avec la baleine était très très frappant. Et un des personnages n'a l'air intéressé que par manger des bouts de dragon. Voilà. Le dragon est, somme toute, très très secondaire, en tout cas dans les premiers... ce que j'ai lu, j'ai dû lire le premier tome entier. En fait, les personnages tuent les dragons, les chassent, les dragons les rares, et ce personnage qui s'appelle je sais plus comment, lui veut les manger. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis dit, bon, est-ce que je me force quand même à le lire, à ne pas le lire? Du coup, je l'ai pas lu. Je vais peut-être reprendre un petit peu de recul pour essayer de le relire, mais j'ai beaucoup de mal, et je me dis, si j'ai du mal, c'est peut-être pas la peine. C'est peut-être pas la peine de forcer. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, s'il faut vraiment que je m'accroche, si je passe au-delà de ce premier tome, s'il y a autre chose que de la chasse au dragon, à la baleine. Voilà. Dites-moi ce que vous si vous l'avez lu, etc. Je serais intéressé d'avoir vos retours sur ce titre. Et on va passer maintenant à la seule review de la semaine, et c'est tout de suite. Pour la review de la semaine, j'ai trouvé ce titre, je vous l'avais montré soit sur mes stories Instagram, soit déjà lors d'une vidéo, je ne m'en souviens plus. Il s'agit de Day Tripper de Fabio Moon et de Gabriel Ba, édité chez Urban, qui a remporté l'Eisner de la meilleure nouvelle série en 2011. Voilà. Alors, ça va être très compliqué pour moi de vous expliquer exactement de quoi retourne Day Tripper. Je vais essayer d'en dire le moins possible pour pas vous gâcher l'histoire. Donc on suit l'histoire de Brass, Brass, alors il a un nom un peu particulier, De Oliva Domingos, qui est le fils d'un écrivain célèbre, qui écrit lui-même des rubriques nécrologiques dans un journal, dont le meilleur ami Jorg est un photographe, et voilà. Et en fait, on a 10 chapitres avec l'âge de Brass, je ne sais pas comment on prononce Brass, il y a un tilde, il n'y a pas un tilde, il y a un accent, je ne sais pas comment on prononce exactement. Et chaque chapitre représente un âge de ce personnage. Et à chaque âge, il va lui arriver des aventures. Et la fin du premier chapitre, je me suis posé des questions, et après j'ai compris ce qui se passait. Voilà. Donc sans vous en révéler, à chaque épisode de sa vie, en tout cas tel que c'est compté, donc on passe de ses 35 à ses 42, à ses 11 ans, à ses 72 ans, etc., etc., il va se passer quelque chose de tragique dans son histoire. Et finalement, on fait un parallèle entre son métier et ce qui se passe dans les histoires. Et surtout, comme c'est non linéaire, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on commence pas à 11, 21, 28, 33, etc. Non, on commence à 35, on passe à 42, on passe à 11, on passe à 21, etc. etc. Donc c'est pas chronologique, et pas linéaire, et du coup on se pose des questions pour savoir exactement quel cheminement a été fait pour arriver à l'âge le plus vieux, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ça c'est
intellectuellement assez intéressant de voir ce qui a pu se passer à ce niveau-là. Je vais vous montrer quelques planches. Les graphismes sont somme toute assez agréables. Vous vous attendez pas à des splash pages pleines d'action, etc. Ça n'est pas le propos de ce titre. On a des pages qui sont très belles, mais qui sont en fait c'est des segments de tranches de vie du personnage au fur et à mesure, ses amours, ses peines, ses parents, son fils, tout ça qui se mélange et qui fait la chose, son enfance, avec ses grands-parents, avec son oncle, avec sa tante. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors vraiment, je peux pas vous en révéler beaucoup parce que avec son meilleur ami, Jorg aussi, dont le segment là, qui est celui-ci est vraiment fait réfléchir sur plein de choses. Je me suis dit, mince, voilà, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Surtout quand on écrit des rubriques nécrologiques. Vaste question, question très intéressante. Donc, voilà. En tout cas, ce titre, j'en avais entendu parler. C'est pas alors, donc, comme j'ai trouvé en médiathèque, c'est pas la réédition qu'Urban a fait récemment. Ils ont ressorti le titre avec une nouvelle couverture, il me semble. Voilà. Avec son chien aussi. Voilà, les personnages aussi. Tous les personnages sont importants, tous les personnages forment une petite touche, une petite couleur sur la palette de la vie de ce personnage. Et voilà, donc un sentiment un peu doux amer à la lecture, qui fait réfléchir sur sa vie, qui fait réfléchir sur le sens de la vie un petit peu, sans aller très très loin bien sûr, mais on réfléchit en tout cas, et c'est pas quelque chose qu'on peut lire comme ça d'une traite. Moi je l'ai lu en plusieurs fois, à chaque fois avec une phase de réflexion sur le chapitre pour voir ce que j'avais lu, comment il s'articule avec les autres, par rapport à ce que les autres montrent aussi. Voilà, donc c'était un voyage assez intéressant. En tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, je vous remonte une planche. Allez, je vous remonte une planche. Et là, je vais spoiler un truc. Je le sais, parce que voilà, c'est sûr. Je vais pas préparer. Je suis sûr que je vais montrer quelque chose qui va tout spoiler. Mais je vais essayer de dire que non. Allez, j'ai regardé quand même. Je vous remets une planche avec la grand-mère, avec sa mère à lui, etc. Donc la relation aussi avec le père est très intéressante. La filiation, l'orientation, le choix. Est-ce que, en plus avec ce travail, l'écrivain, est-ce que le père qui est écrivain, qui est un écrivain célèbre, est-ce que le fils doit faire comme le père? Est-ce qu'il peut trouver un autre chemin? Est-ce que la comparaison avec son aîné, son père, pas son aîné, son père est facile, difficile? Est-ce que c'est jouable? En fait, ça entraîne beaucoup de questions assez intéressantes. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé intéressant. Même si toutes les réponses ne sont pas adressées dans le bouquin. Hein. Il y a des choses qui sont adressées dans le livre, mais pas tout. Donc voilà, en tout cas, ça fait réfléchir. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis ciao.